Mon cœur s'est brisé quand mon père a levé sa coupe de champagne lors de ma réception de mariage et a dit, à Judith et Pierre, que leur amour soit plus fort que les simples aspirations professionnelles de Judith. Toute la salle de bal a éclaté de rire, et j'ai senti mes joues brûler alors que les invités se regardaient en hochant la tête, pensant clairement que j'étais une sorte de ratée qui avait eu de la chance en amour. La famille de mon mari avait l'air mortifiée, regrettant probablement que leur fils ait épousé quelqu'un qu'ils considéraient maintenant comme complètement ordinaire. J'étais en train de retenir mes larmes quand soudain mon téléphone d'urgence s'est mis à sonner, celui dont seulement 5 personnes à Paris ont le numéro. Puis mon pageur sécurisé, puis mon dispositif de communication classifié. Plusieurs appels de responsables du ministère de la Défense, de directeurs de la DGSI et de chefs des renseignements tentaient tous de me joindre simultanément. Car pendant que ma famille était occupée à m'humilier devant tous ceux qui comptaient pour moi, une crise se développait qui nécessitait quelqu'un avec mon niveau d'habilitation sécuritaire et d'expertise. Avant de plonger dans mon histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez vécu une trahison familiale, cliquez sur le bouton j'aime, vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Judith Moreau, enfin, Judith Dubois maintenant, et aujourd'hui était supposé être le plus beau jour de ma vie. Au lieu de cela, c'est devenu le jour où tout a changé pour toujours. Mais laissez-moi commencer par le début, car cette histoire va beaucoup plus loin qu'un toast de mariage humiliant. Grandir comme l'enfant du milieu dans la famille Moreau signifiait être invisible la plupart du temps. Mon frère aîné Antoine était l'athlète vedette qui a obtenu une bourse complète à Sciences Po et travaille maintenant comme consultant politique à Paris. Ma petite sœur Camille est devenue une influenceuse à succès avec 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et puis il y avait moi, Judith la silencieuse, qui avait toujours le nez plongé dans des livres sur les relations internationales et les études de sécurité. Mes parents ne savaient jamais vraiment quoi penser de moi. Pendant qu'Antoine marquait des buts et que Camille postait des vidéos virales de danse, j'étudiais l'arabe et le mandarin dans ma chambre. Quand les autres enfants étaient en soirée, je lisais des documents déclassifiés de la DGSE qui avaient été rendus publics. Ma famille pensait que j'étais juste une intello bizarre sans compétences sociales. Mais j'avais un rêve. Depuis que j'avais 12 ans et que j'avais regardé un documentaire sur les attentats de Charlie Hebdo, je savais que je voulais travailler dans la sécurité nationale. Je voulais faire partie de la protection de notre pays contre des menaces que la plupart des gens ne soupçonnent même pas. Ma famille, cependant, voyait cela comme juste une autre des obsessions étranges de Judith. Quand j'ai obtenu mon diplôme de lycée en tant que major de promotion, mes parents ont été fiers pendant environ 5 minutes avant que le recrutement universitaire d'Antoine commence à dominer toutes les conversations. Quand j'ai été acceptée à l'École normale supérieure en études de sécurité internationale, mon père a dit « C'est bien, chérie, mais Antoine pourrait faire carrière dans la diplomatie. » Quand j'ai obtenu mon diplôme magna cum laude avec un diplôme en études de sécurité internationale, la première question de ma mère était de savoir si j'avais rencontré de gentils garçons. Le jour où j'ai reçu ma première offre d'emploi du ministère de la Défense, j'étais si excitée que je pouvais à peine me contenir. J'ai couru dans la cuisine où mes parents prenaient le petit déjeuner et j'ai annoncé « J'ai eu le poste. Je vais travailler pour le ministère de la Défense. » Mon père a levé les yeux de son journal Le Figaro et a dit « Oh bien, les emplois gouvernementaux ont des avantages décents. Choix très sensé pour quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme moi. » Ces mots ont piqué plus qu'il ne s'en rendait probablement compte. Mais j'ai continué quand même, car je savais de quoi j'étais capable, même si ma famille ne le savait pas. Mon premier poste était de niveau d'entrée, travaillant à la Direction générale de la sécurité extérieure comme analyste junior. Ma famille supposait que j'étais une sorte de secrétaire ou d'employé de classement. Quand ils me demandaient ce que je faisais au travail, je devais donner des réponses vagues car la plupart de mes tâches réelles étaient classifiées. J'analyse des informations et j'écris des rapports, disais-je, ce qui était techniquement vrai mais ne faisait qu'effleurer la surface de ce que je faisais vraiment. Au cours des 8 années suivantes, j'ai gravi les échelons de divers départements et agences. J'ai obtenu ma maîtrise en renseignement stratégique à l'école de guerre. J'ai complété des programmes de formation avancés dont je ne pouvais même pas dire à ma famille qu'ils existaient. J'ai appris à parler couramment 4 langues et j'ai acquis une expertise en contre-terrorisme, guerre cybernétique et évaluation des menaces internationales. Mais pour ma famille, j'étais toujours juste Judith avec son travail gouvernemental ennuyeux.
Il me présentait aux soirées comme « Voici Judith, elle travaille pour le gouvernement en faisant quelque chose avec les ordinateurs ». La vérité était que, au moment où j'avais 30 ans, je détenais une habilitation de sécurité très secrète avec accès aux informations compartimentées sensibles, ce qui signifiait que j'étais au courant de certains des renseignements les plus classifiés du gouvernement français. Quand Antoine s'est marié il y a 3 ans, mes parents ont dépensé 40 000 € pour son enterrement de vie de garçon à Monaco. Quand Camille a lancé sa ligne de maquillage, ils ont investi 60 000 € pour l'aider à démarrer. Quand j'ai été promue analyste principale en renseignement, ils ont oublié de même me féliciter. Le modèle était toujours le même. Les réalisations d'Antoine étaient célébrées avec du champagne et des appels téléphoniques à tous les proches. Les jalons de médias sociaux de Camille étaient partagés sur les pages Facebook de mes parents avec de longs posts de parents fiers. Mes accomplissements, ceux dont je pouvais réellement parler, étaient accueillis avec des hochements de tête polis et des changements rapides de sujets vers des sujets plus intéressants, comme le dernier client d'Antoine ou les partenariats de marque de Camille. Peu savais-je que mes années d'être négligée et sous-estimée allaient porter leurs fruits de la manière la plus inattendue. Il y a 2 ans, j'ai rencontré Pierre Dubois lors d'une conférence sur la sécurité à Paris. Il était consultant en cybersécurité pour des entreprises privées, et j'étais la représentant mon agence, bien que je ne puisse pas lui dire laquelle au début. Nous avons créé des liens autour de notre passion partagée pour la protection des infrastructures numériques et notre frustration envers les gens qui ne comprenaient pas la complexité des menaces de sécurité modernes. Pierre venait d'un monde complètement différent du mien. Sa famille possédait une chaîne prospère de restaurants gastronomiques dans toute la région Île-de-France. Ses parents, Robert et Isabelle Dubois, avaient construit leur empire à partir de rien, en commençant par un seul petit bistrot et en le transformant en une entreprise de plusieurs millions d'euros. Ils valorisaient le travail acharné, la réussite et le succès d'une manière qui résonnait avec moi. Quand Pierre et moi avons commencé à sortir sérieusement ensemble, j'ai finalement senti que quelqu'un comprenait ma motivation et mon ambition. Il appréciait mon dévouement à ma carrière, même si je ne pouvais pas partager beaucoup de détails sur ce que je faisais réellement. Sa famille m'a accueilli chaleureusement, bien que je puisse dire qu'ils étaient curieux de mon mystérieux travail gouvernemental. Le contraste entre nos familles est devenu apparent la première fois que Pierre a rencontré la mienne. Nous sortions ensemble depuis 6 mois quand je l'ai ramené à la maison pour pour notre dîner de famille d'automne. Antoine était là avec sa femme Sarah, fraîche de la conclusion d'un contrat avec un important homme politique européen. Camille était venue de Marseille où elle venait de signer un contrat avec une grande entreprise de cosmétiques. Au dîner, mes parents ont fait le tour de la table en partageant les récentes réalisations de chacun. Antoine a parlé de son nouveau client valant 12 millions d'euros. Camille a montré le sac à main de créateur qu'elle avait reçu gratuitement d'un partenariat de marque. Quand ce fut mon tour, j'ai mentionné que j'avais reçu une commendation de mon superviseur pour un travail exceptionnel sur un projet récent. « C'est bien, chérie », a dit ma mère avec dédain, puis s'est immédiatement tournée vers Pierre. « Alors parlez-nous de votre entreprise. » Pierre a sa propre entreprise de conseil en cybersécurité, a-t-elle annoncé à la table, comme si c'était bien plus impressionnant que tout ce que j'avais jamais accompli. Pierre a serré ma main sous la table, sentant mon inconfort. Plus tard ce soir-là, il a dit « Je ne comprends pas pourquoi il ne voit pas à quel point tu es incroyable. La façon dont tu parles de ton travail, la passion que tu as pour protéger les gens, c'est inspirant. » Mais je ne pouvais pas lui dire toute la vérité non plus. Pas encore. Les fiançailles ont eu lieu un beau samedi matin au jardin du Luxembourg. Pierre avait planifié une chasse au trésor élaborée qui s'est terminée à l'endroit où nous avions eu notre premier rendez-vous officiel. Quand il s'est mis à genoux, j'ai senti que mon cœur pourrait exploser de bonheur. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me voyait comme digne d'être choisi en premier, d'être la priorité de quelqu'un. La réaction de ma famille à nos fiançailles était typique. Ils étaient heureux pour moi, mais de cette façon condescendante qui suggérait qu'ils étaient surpris que quelqu'un veuille épouser la Judith ennuyeuse. Pierre semble être une si belle prise, n'arrêtait pas de dire ma mère, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'il se contenterait de moi. La famille de Pierre, d'autre part, nous a organisé une soirée de fiançailles dans leur restaurant phare. Robert a porté un toast sur la chance qu'avait Pierre de trouver quelqu'un d'aussi intelligent et dévoué que moi. Isabelle m'a prise à part et a dit « On peut voir à quel point vous vous aimez. C'est tout ce qui compte pour nous. »
Planifier le mariage est devenu une source de stress constant, principalement à cause de l'attitude de ma famille. Ils n'arrêtaient pas de faire des commentaires sur la générosité de la famille de Pierre avec les dépenses, comme si j'étais une sorte de cas de charité qui ne pouvait pas contribuer également. La vérité était que je gagnais un très bon salaire, mais je ne pouvais pas expliquer exactement pourquoi sans révéler des informations classifiées sur mon niveau d'habilitation sécuritaire. 3 semaines avant le mariage, quelque chose s'est passé qui a tout changé, bien que je ne m'en sois pas rendu compte à l'époque. J'ai été convoquée dans le bureau de mon superviseur pour ce que je pensais être une réunion de routine. Au lieu de cela, je me suis retrouvée face à face avec la directrice adjointe Patricia, l'une des personnes les plus puissantes de la communauté du renseignement. Elle m'a offert une promotion qui changerait la trajectoire de toute ma carrière. Judith, a-t-elle dit, vous avez été sélectionnée pour un poste très spécial. Vous rejoindriez le comité de surveillance du renseignement stratégique du ministère de la Défense en tant que directrice senior. Cela vous mettrait en charge de coordonner le partage de renseignements entre les agences pour les questions de sécurité nationale. Seulement 47 personnes dans le pays ont ce niveau d'accès aux informations classifiées. Mes mains ont commencé à trembler alors qu'elles continuaient. Le poste s'accompagne d'une augmentation de salaire substantielle et de l'habilitation sécuritaire la plus élevée possible. Vous brieferiez les membres du cabinet et parfois même l'équipe de sécurité nationale du président. Mais je dois vous avertir, ce travail nécessitera encore plus de secrets que ce à quoi vous êtes habitué. La plupart de vos amis et de votre famille ne sauront jamais vraiment ce que vous faites. J'ai accepté immédiatement. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce dont j'avais rêvé depuis que j'avais 12 ans. Mais le timing ne pouvait pas être plus compliqué, juste des semaines avant mon mariage. Le processus d'enquête de sécurité était intense et devait être complété rapidement. Les agents fédéraux ont interrogé mes voisins, d'anciens professeurs et des amis d'enfance. Ils ont mené des audits financiers et des évaluations psychologiques. Tout le processus devait être fait secrètement, alors quand ma famille a demandé pourquoi des voitures gouvernementales continuaient d'apparaître dans mon immeuble, j'ai dû mentir et dire que c'était des mises à jour de sécurité de routine pour tous les employés. 2 jours avant le mariage, j'ai reçu l'appel. J'avais été autorisée pour le plus haut niveau d'accès de sécurité du gouvernement français. À partir du lundi après ma lune de miel, je serai l'une des responsables du renseignement les plus puissantes de France. Mais je ne pouvais le dire à personne, même pas à Pierre, pas encore. C'est alors que tout a changé. C'est alors que les années de ma famille à me traiter comme si je ne valais rien n'ont finalement eu des conséquences. La cérémonie de mariage elle-même était magnifique. Pierre avait l'air beau dans son smoking noir, et je me sentais comme une princesse dans la robe en dentelle vintage de ma grand-mère. Nous avons échangé nos vœux dans la chapelle historique de Notre-Dame, entourés de 200 de nos amis et membres de famille les plus proches. Pendant ces 30 minutes, je me sentais comme la personne la plus importante au monde. Mais puis est venue la réception. La salle de bal au Four Seasons était décorée de roses blanches et d'accents dorés, tout élégant et parfait. La famille de Pierre avait insisté pour payer la plupart de la réception, ce dont mes parents semblaient à la fois reconnaissants et embarrassés. Le dîner était délicieux, l'orchestre jouait toutes nos chansons préférées, et je commençais finalement à me détendre et à profiter d'être le centre d'attention pour une fois dans ma vie. C'est alors que mon père a décidé de faire son toast. Il s'est levé, coupe de champagne à la main, et a tapé un couteau contre elle pour attirer l'attention de tout le monde. La salle est devenue silencieuse alors que tous les 200 invités se sont tournés pour écouter ce que le père de la mariée avait à dire. « Mesdames et messieurs, a-t-il commencé, merci à tous d'être ici pour célébrer le jour spécial de Judith et Pierre. Jusqu'ici, tout allait bien. Puis son ton a légèrement changé, prenant cette qualité condescendante que je connaissais si bien. Vous savez, nous nous sommes toujours inquiétés pour Judith en grandissant. Elle était toujours si sérieuse, avait toujours le nez dans ses livres ennuyeux sur la politique et les affaires mondiales. Pendant que son frère remportait des compétitions académiques et que sa sœur divertissait les gens avec sa créativité, Judith était juste différente. J'ai senti mon estomac commencer à se tordre, mais sûrement qu'il ne m'humilierait pas à mon propre mariage. Sûrement pas. Mais nous sommes si fiers qu'elle ait trouvé sa place dans le monde, en faisant son petit travail de sécurité gouvernementale.
Ce n'est pas un travail glamour, rien de sophistiqué ou d'important, mais c'est stable et sûr, ce qui est parfait pour quelqu'un avec les ambitions limitées de Judith. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Ambition limitée. Petit travail gouvernemental. Rien d'important. Je pouvais sentir 200 paires d'yeux sur moi, certaines sympathiques, d'autres amusées, toutes me plaignant. Le visage de Pierre était devenu complètement pâle. Ses parents avaient l'air mortifiés. Ses associés d'affaires et amis de famille échangeaient des regards gênés, se demandant clairement dans quel genre de famille leur Pierre s'était marié. Mais mon père n'avait pas fini. À Judith et Pierre, il a levé son verre plus haut, que leur amour soit plus fort que les simples aspirations professionnelles de Judith. Que le succès de Pierre soit suffisant pour les porter tous les deux dans la vie, puisque nous savons tous que Judith ne mettra jamais le monde en feu avec son petit travail ennuyeux. Le rire qui a suivi ressemblait à de l'acide dans mes veines. Pas un rire cruel, mais le genre de ricanement condescendant qui disait « Oh, cette pauvre fille ordinaire, au moins elle a trouvé quelqu'un qui l'aime quand même. » J'ai regardé autour de la salle et j'ai vu tout ce que j'avais craint toute ma vie reflété dans ces visages. De la pitié. Du mépris. L'hypothèse que j'étais exactement aussi ordinaire et oubliable que ma famille m'avait toujours fait sentir. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû poser ma coupe de champagne. Les larmes brûlaient derrière mes yeux, mais je refusais de pleurer devant tous ces gens. Pierre a tendu la main vers ma main sous la table, sa prise serrée et protectrice, mais même lui ne pouvait pas me protéger de l'humiliation de ce moment. C'est alors que ça a commencé. D'abord, le bourdonnement silencieux de mon sac à main. Puis la vibration urgente que j'avais été formée à ne jamais, jamais ignorer. Mon téléphone de contact d'urgence sonnait. J'ai tendu la main dans mon sac à main avec des mains tremblantes, mon cœur battant encore de l'humiliation du discours de mon père. L'écran du téléphone montrait un numéro que j'ai immédiatement reconnu, centre de commandement d'urgence du ministère. Ce n'était pas n'importe quel appel. C'était le genre d'appel qui signifiait que quelque chose de sérieux se passait, quelque chose qui nécessitait une attention immédiate de quelqu'un avec mon niveau d'habilitation. J'ai jeté un coup d'œil autour de la salle de bal, voyant ma famille encore ricaner du toast de mon père, complètement inconsciente de ce qui se déroulait. Pierre me regardait avec inquiétude, reconnaissant le changement dans mon expression même s'il ne comprenait pas ce que cela signifiait. « Je dois prendre cet appel », lui ai-je chuchoté, me levant de la table d'honneur. « Je reviens tout de suite. » Je me suis frayé un chemin à travers la salle de réception bondée, souriant poliment aux invités qui essayaient de m'arrêter pour des félicitations, mon esprit courant avec les possibilités sur pourquoi j'étais contacté le soir de mon mariage. Cela ne s'était jamais produit auparavant. En 8 ans de service gouvernemental, je n'avais jamais reçu d'appel d'urgence pendant du temps personnel à moins que ce ne soit absolument critique. J'ai trouvé un coin tranquille près du centre d'affaires de l'hôtel et j'ai répondu au téléphone. Ici Judith Moreau, ai-je dit discrètement, utilisant mon nom de jeune fille comme requis pour toutes les communications officielles. Directrice Moreau, ici centre de commandement Alpha. Nous avons une situation code 7 en développement. Nous avons besoin que vous vous présentiez pour un briefing immédiat dans les 2 heures. Une voiture est envoyée à votre emplacement. Code 7. Mon sang s'est glacé. Je n'avais vu les protocoles code 7 qu'en scénario d'entraînement. Cela signifiait menace imminente à la sécurité nationale, tous sur le pont, aucune exception pour les circonstances personnelles. Compris, ai-je répondu, ma voix stable malgré le chaos dans mon esprit. Je serai prête. Directrice, je devrais mentionner que cette situation nécessite votre expertise spécifique dans les réseaux de renseignement du Moyen-Orient. Le ministre de la Défense a personnellement demandé votre implication. J'ai terminé l'appel et je suis resté là pendant un moment, essayant de traiter ce qui venait de se passer. En l'espace de 10 minutes, j'étais passé d'humilié par mon propre père à personnellement demandé par l'une des personnes les plus puissantes du gouvernement français. Quand je suis retourné à la réception, Pierre a immédiatement remarqué mon teint pâle. « Tout va bien ?» a-t-il demandé, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Je dois te dire quelque chose », ai-je dit discrètement, l'emmenant dans un coin où nous pouvions parler en privé. « Mais pas ici. Pas maintenant. Peux-tu me faire confiance encore un peu plus longtemps ?
Il a hoché la tête sans hésitation, ce qui a fait gonfler mon cœur d'amour pour cet homme qui avait choisi de m'épouser malgré les tentatives de ma famille de me diminuer. Le reste de la réception s'est déroulé dans un flou. J'ai dansé avec Pierre, souri pour les photos, et accepté les félicitations des invités, tout en ayant l'esprit concentré sur ce qui m'attendait à Paris. Toutes les quelques minutes, je sentais la vibration subtile des messages textes cryptés arrivant sur mon téléphone sécurisé, des mises à jour sur la situation en développement que je ne pouvais pas lire sans compromettre la sécurité opérationnelle. Ma famille a continué leur célébration, ayant apparemment déjà oublié leur humiliation désinvolte de mois plus tôt. Antoine tenait court près du bar, racontant des histoires sur ses clients célèbres à quiconque voulait l'écouter. Camille prenait des selfies avec les invités du mariage, leur demandant de taguer ses comptes de médias sociaux. Mes parents se prélassaient dans les compliments sur le beau mariage qu'ils avaient aidé à organiser, comme s'ils avaient été les organisateurs principaux plutôt que la famille de Pierre. À un moment, ma mère s'est approchée de moi avec un sourire légèrement ivre. « Tu sais, chérie, je pense que ce mariage va être vraiment bon pour toi. La famille de Pierre a de si merveilleuses connexions. Peut-être qu'il peut t'aider à trouver quelque chose de mieux que ce petit travail que tu as. Ce petit travail que tu as. » La phrase résonnait dans mon esprit alors que je regardais cette femme qui m'avait élevée mais ne m'avait jamais vraiment vue. Dans moins de 2 heures, je serais assise dans une salle de briefing classifiée, aidant à coordonner la réponse de la France à une menace de sécurité nationale. Mais pour elle, j'étais toujours juste Judith avec le travail gouvernemental ennuyeux. Peut-être, ai-je dit simplement, n'ayant plus l'énergie de me défendre ou d'expliquer ce qu'elle ne pouvait pas comprendre. Alors que la soirée se terminait et que les invités commençaient à partir, j'ai croisé le regard de Pierre à travers la salle. Il s'est excusé d'une conversation avec ses cousins et est venu vers moi. « Je sais que quelque chose se passe », a-t-il dit discrètement. « Tu as vérifié ton téléphone toute la soirée, et tu as ce regard que tu as quand tu penses au travail. Qu'est-ce que tu dois me dire ?» J'ai pris sa main et l'ai emmené sur la terrasse de l'hôtel, où nous pouvions parler sans être entendus. L'air d'octobre était frais contre ma peau, et les lumières de la ville scintillaient sous nous comme des étoiles. « Pierre, te souviens-tu quand nous avons commencé à sortir ensemble, et je t'ai dit que je travaillais pour le ministère de la Défense mais que je ne pouvais pas partager beaucoup de détails ? Bien sûr. Tu as dit que c'était des choses classifiées, ce que j'ai respecté. Eh bien, mon travail est plus classifié que tu ne le réalises. Beaucoup plus. » J'ai pris une profonde inspiration, sachant que ce que j'étais sur le point de dire changerait tout entre nous. Il y a 3 semaines, j'ai été promue à l'une des positions de renseignement les plus élevées du gouvernement français. Je suis maintenant directrice senior du comité de surveillance du renseignement stratégique du ministère de la Défense. Les yeux de Pierre se sont élargis, mais il est resté silencieux, attendant que je continue. Ce que cela signifie, c'est que je coordonne le partage de renseignements entre les agences pour les questions de sécurité nationale. Je briefie les membres du cabinet et parfois même l'équipe de sécurité du président. Seulement 47 personnes dans tout le pays ont mon niveau d'habilitation sécuritaire. Mon Dieu, Judith, a-t-il soufflé. Tu es vraiment l'une de ces personnes qui protègent tout le pays. Je le suis. Et en ce moment, il y a une situation de sécurité nationale en développement qui nécessite mon attention immédiate. Je dois aller à Paris ce soir. Le soir de notre mariage. Pierre a été silencieux pendant un long moment, traitant cette information. Puis il a commencé à rire, pas d'amusement mais avec quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. « Qu'est-ce qui est drôle ?» ai-je demandé, confuse. « Ton père » a-t-il dit, secouant la tête. « Toute ta famille. Ils n'ont aucune idée, n'est-ce pas ? Ils pensent que tu es une bureaucrate de bas niveau, et tu es en fait l'une des personnes les plus puissantes du gouvernement. Ils n'ont aucune idée, ai-je confirmé. Et ils ne peuvent jamais savoir. Ma position nécessite un secret absolu. Même te dire ceci va techniquement à l'encontre du protocole, mais tu es mon mari maintenant. Je ne pouvais pas continuer à te mentir. Pierre m'a tiré près de lui, m'enveloppant dans ses bras malgré la robe de mariée élaborée entre nous. J'ai toujours su que tu étais extraordinaire, a-t-il chuchoté contre mes cheveux. Mais cela explique tellement.
La façon dont tu parles des affaires internationales, les langues que tu parles, la façon dont tu analyses les situations complexes. Tu n'es pas juste intelligente, Judith. Tu es brillante. Les larmes ont finalement commencé à couler sur mes joues, mais c'étaient des larmes différentes de celles que j'avais retenues pendant le toast de mon père. C'étaient des larmes de soulagement, d'être finalement vue et comprise par quelqu'un qui comptait. Je suis si désolée de devoir partir ce soir, ai-je dit. Ce n'est pas comme ça que je voulais que notre nuit de noces se passe. Tu plaisantes, a dit Pierre, reculant pour regarder mon visage. Ma femme est une badass de la sécurité nationale qui est appelée pour sauver le pays. Je ne suis pas en colère, je suis fière comme un paon. Un SUV noir avec des plaques gouvernementales s'est arrêté à l'entrée de l'hôtel, pile à l'heure. Mon transport était arrivé. C'est pour moi, ai-je dit, soudainement nerveuse de la transition de mariée à directrice du renseignement que j'étais sur le point de faire. Va, a dit Pierre, m'embrassant doucement. Va faire tout ce que tu dois faire pour nous garder tous en sécurité. Je serai ici quand tu reviendras. Alors que je marchais vers le SUV, toujours dans ma robe de mariée, j'ai senti une transformation se produire en moi. La fille humiliée qui avait écouté le toast mépisant de son père disparaissait, remplacée par la professionnelle du renseignement confiante qui avait gagné sa place dans l'une des positions les plus exclusives du gouvernement. Le chauffeur m'a tenu la porte ouverte avec une précision militaire. Bonsoir, directrice Moreau. Nous sommes autorisés pour un transport immédiat au ministère de la Défense. Merci, ai-je dit, m'installant dans le siège en cuir. Alors que nous partions de l'hôtel, j'ai regardé en arrière une fois pour voir Pierre debout sur la terrasse, me regardant partir avec une expression de fierté et d'admiration que ma propre famille ne m'avait jamais montrée. Peu savais-je que cette nuit mettrait en mouvement une chaîne d'événements qui montrerait finalement à ma famille exactement qui était Judith Moreau vraiment. Et quand cette révélation viendrait, cela changerait tout pour toujours. Le ministère de la Défense à minuit était un monde entièrement différent. Alors que notre SUV s'approchait du bâtiment massif, je pouvais voir que malgré l'heure tardive, plusieurs étages étaient encore brillamment éclairés. Des véhicules d'urgence bordaient les zones de stationnement, et j'ai compté au moins 6 autres voitures gouvernementales noires arrivant simultanément. Quoi qu'il se passe, c'était assez important pour attirer des directeurs du renseignement de toute la région. Le chauffeur m'a escorté à travers des points de contrôle de sécurité que je n'avais jamais vus activés auparavant. Le personnel militaire avec des armes automatiques se tenait au garde-à-vous alors que nous passions à travers plusieurs systèmes de scanners et points de vérification biométrique. Ma robe de mariée attirait quelques regards curieux des gardes, mais personne ne questionnait ma présence une fois que mon identification était vérifiée. Directrice Moreau, un jeune lieutenant de l'armée de l'air m'a accueilli au point de contrôle final. Vous êtes autorisé pour SIF niveau 7. Le colonel Martinez attend pour vous briefer avant la session principale. SIF niveau 7 signifiait Facility d'information compartimentée sensible au niveau de classification le plus élevé. Je n'avais été dans ces salles que 2 fois auparavant pendant ma période de formation. Le fait qu'ils utilisaient cette installation signifiait que nous traitions avec des renseignements si sensibles que même en discuter nécessitait l'environnement le plus sécurisé possible. Le colonel Martinez, une femme au visage sévère dans la cinquantaine avec des cheveux grisonnants tirés en arrière dans un chignon parfait, m'attendait dans une petite salle de briefing adjacente au SIF principal. Elle m'a regardé de haut en bas, prenant en compte la robe de mariée avec des sourcils levés mais maintenant un composure professionnel. Félicitations pour votre mariage, directrice Moreau. Je suis désolée que nous ayons dû interrompre votre célébration, mais nous avons une situation qui nécessite votre expertise spécifique. Merci, colonel. À quoi avons-nous affaire ? Elle a activé un grand écran d'affichage et a tiré une série d'images satellitaires et de rapports de renseignement. À approximativement 21h ce soir, nos stations de surveillance ont détecté des communications cryptées inhabituelles provenant de 3 emplacements différents du Moyen-Orient. Les modèles de communication correspondent à ceux utilisés par le réseau terroriste que vous suivez depuis les 18 derniers mois. Mon rythme cardiaque s'est immédiatement élevé. Le réseau auquel elle faisait référence était une opération internationale sophistiquée qui planifiait des attaques sur le sol français. J'avais passé plus d'1 an à analyser leurs modèles de communication, réseaux financiers et structures opérationnelles.
S'ils activaient plusieurs cellules simultanément, cela signifiait que quelque chose de majeur était sur le point de se produire. Quel genre de bavardage voyons-nous ? Ai-je demandé, me rapprochant pour examiner les affichages de données. Des références codées à la célébration et lieu de rassemblement français. Notre équipe d'analyse linguistique croit qu'ils discutent d'attaques coordonnées sur des cibles françaises de haut profil dans les prochaines 72 heures. La gravité de la situation m'a frappé immédiatement. Pendant que ma famille avait ri de mes simples aspirations professionnelles, il y a seulement quelques heures, j'étais maintenant briefé sur des renseignements qui pourraient prévenir la mort de centaines ou milliers de Français innocents. Qui d'autre est impliqué dans cela ? Le directeur de la DGSE est en route depuis sa maison en Normandie. Le directeur adjoint de la DGSI est déjà ici. Le secrétaire à la sécurité intérieure est briefé séparément et nous rejoindra dans l'heure. Cela va au plus haut niveau, directrice Moreau. Le président sera réveillé pour un briefing d'urgence à 6 heures. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de la responsabilité s'installer sur mes épaules. De quoi avez-vous besoin de moi spécifiquement ? Votre analyse des modèles opérationnels de ce réseau a été la plus précise que nous ayons vue. Vous avez prédit leurs 3 derniers cycles de communication à quelques jours près. Nous avons besoin que vous nous aidiez à déterminer où et quand ils prévoient de frapper. Pendant les 4 heures suivantes, j'ai travaillé aux côtés de certains des esprits les plus brillants du renseignement français. Nous avons analysé les interceptions de communication, les modèles de transactions financières et les données géographiques. Ma robe de mariée est graduellement devenue froissée et inconfortable, mais j'ai à peine remarqué alors que je devenais absorbé dans le puzzle complexe de prévenir une attaque terroriste. La percée est venue à 4h30 du matin. J'étais en train de croiser les modèles de timing des communications interceptées avec les événements français majeurs programmés pour le week-end quand j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Colonel Martinez, ai-je appelé, ma voix coupant à travers l'intensité tranquille du CIF. Je pense que je sais ce qu'il cible. Chaque personne dans la salle s'est tournée pour me regarder. Analystes du renseignement, officiers militaires et directeurs seniors ont tous concentré leur attention sur la femme en robe de mariée froissée qui venait de parler. Les modèles de timing suggèrent qu'il prévoit de frapper pendant les activités de week-end de pointe dans les lieux de rassemblement français majeurs. Mais regardez ceci, j'ai pointé vers l'écran d'affichage où j'avais superposé les timestamps de communication avec un calendrier d'événements. La fréquence des communications augmente significativement autour des références aux célébrations sportives et rassemblements familiaux. Match de football, a respiré le colonel Martinez, comprenant immédiatement. Pas n'importe quel match de football. Football universitaire. Ce week-end est l'un des plus grands week-ends de football universitaire de la saison. Rivalité majeure, match de retrouvailles, stade rempli de 50 à 80 000 personnes chacun. La salle est devenue complètement silencieuse alors que tout le monde traitait les implications. Les stades de football universitaire représentaient des cibles parfaites pour les terroristes, foule massive, sécurité limitée comparée aux lieux professionnels, signification émotionnelle pour la culture française, et impact psychologique maximum. À quel point êtes-vous certaine de cette analyse ? A demandé la directrice Patricia, qui était arrivée 1 heure plus tôt et agissait maintenant comme coordinatrice senior pour toute l'opération. 85% de niveau de confiance basé sur les modèles de communication et corrélation de timing. Mais directrice, il y a autre chose. J'ai tiré une autre superposition de données. La distribution géographique des sources de communication suggère qu'il cible 3 régions spécifiques, le Sud-Est, le Mid-Ouest et le Sud-Ouest. Si j'ai raison, il planifie des attaques coordonnées sur 3 matchs de football universitaire majeurs se déroulant simultanément. La directrice a immédiatement commencé à passer des appels téléphoniques pour alerter la sécurité des stades, les bureaux locaux du renseignement et les équipes de réponse d'urgence dans les 3 régions. En quelques minutes, une réponse de sécurité nationale coordonnée était mobilisée basée sur mon analyse. Alors que l'aube commençait à se lever sur Paris, j'ai finalement eu un moment pour vérifier mon téléphone personnel. Pierre avait envoyé plusieurs messages textes pendant la nuit. J'espère que tout va bien. Je t'aime. Ne t'inquiète pas pour moi. Gère tout ce que tu dois gérer. Je viens de voir quelques nouvelles sur la sécurité renforcée aux événements sportifs. Est-ce que c'est lié à pourquoi tu as été appelé ?
Je suis fière de toi, peu importe ce avec quoi tu traites. En lisant ces messages, j'ai ressenti une vague d'émotion. Voici un homme qui comprenait que j'avais des responsabilités au-delà de notre vie personnelle, qui soutenait ma carrière même quand cela signifiait quitter notre réception de mariage. Le contraste avec l'attitude de ma famille ne pouvait pas être plus frappant. À 7 heures du matin, nous avions développé un plan de réponse compréhensif. Les équipes tactiques du renseignement étaient déployées dans 12 stades de football universitaire majeurs à travers le pays. Unités de détection de bombes, agents infiltrés et protocoles de sécurité renforcés étaient tous mis en place. L'opération nécessitait une coordination entre 17 agences différentes et plus de 2000 personnels. Directrice Moreau, le colonel Martinez s'est approché de moi alors que je me préparais finalement à quitter le ministère. Je veux que vous sachiez que votre analyse peut avoir sauvé des milliers de vies aujourd'hui. Le président a été briefé sur vos contributions à cette opération. Je fais juste mon travail, colonel. Non, c'était un travail exceptionnel. Il y aura une reconnaissance officielle à venir, bien qu'évidemment la nature classifiée de l'opération signifie que ce ne sera pas public. Alors que j'étais finalement ramené à l'hôtel où Pierre m'attendait, j'ai essayé de traiter tout ce qui s'était passé dans les 8 dernières heures. J'étais passé d'être humilié à ma propre réception de mariage à potentiellement prévenir une attaque terroriste majeure sur le sol français. La femme que mon père avait rejetée comme ayant des simples aspirations professionnelles venait de jouer un rôle crucial dans une opération de sécurité nationale qui serait briefée au président de la République française. Mais attendez, ça empire. Parce que quand je suis finalement retourné à l'hôtel à 8h30 ce matin-là, toujours dans ma robe de mariée froissée, j'ai trouvé ma famille prenant le petit déjeuner dans le restaurant de l'hôtel. Et ils avaient des nouvelles intéressantes à partager. Judith, ma mère a appelé alors qu'elle m'a repéré marchant dans le hall. Te voilà. Nous nous demandions où tu avais disparu la nuit dernière. Je les ai rejoints à leur table, épuisés au-delà de toute croyance mais essayant de maintenir une apparence de normalité. Pierre était là aussi, ayant l'air inquiet mais fier alors qu'il prenait en compte mon apparence. J'ai dû gérer des problèmes de travail, ai-je dit simplement. Des problèmes de travail, mon père a ri. Chérie, c'était ta nuit de noces. Quel genre d'urgence de sécurité pourrait possiblement nécessiter que tu quittes ta propre réception ? Avant que je puisse répondre, Camille a levé les yeux de son téléphone avec excitation. Oh mon Dieu, vous les gars, regardez cette histoire de nouvelles. Ils disent qu'il pourrait y avoir eu une sorte de menace terroriste contre les matchs de football universitaire. Les services de renseignement envahissent les stades partout dans le pays. Mon cœur s'est arrêté. Même si les détails n'étaient pas encore publics, les nouvelles des mesures de sécurité renforcées commençaient déjà à fuiter vers les médias. Comme c'est effrayant, a dit ma mère, faisant défiler son propre téléphone. Dieu merci, le gouvernement a des gens qui travaillent pour nous protéger de ces choses. L'ironie était presque trop à supporter. Ma mère exprimait de la gratitude pour le travail même que j'avais fait toute la nuit, travail qui avait potentiellement sauvé des milliers de vies, tout en n'ayant simultanément aucune idée que sa propre fille était responsable de l'opération qu'elle lisait. Antoine nous parlait juste de son nouveau client, continua mon père, apparemment déjà ennuyé par la discussion sur le terrorisme. Un quarterback qui est recruté par 3 équipes différentes de football professionnel. Maintenant c'est le genre de carrière qui fait une vraie différence dans la vie des gens. J'ai regardé autour de la table ces personnes qui partageaient mon ADN mais ne comprenaient rien de qui j'étais vraiment. Ils étaient plus impressionnés par la connexion d'Antoine à un joueur de football qu'ils ne pourraient jamais l'être par mon travail de prévention d'attaques terroristes. Parce qu'ils ne savaient pas de mon travail, et ils ne sauraient jamais. C'est formidable, Antoine, ai-je réussi à dire. Tu as l'air épuisé, chérie, a observé ma mère. Tu ne devrais vraiment pas laisser le stress du travail t'affecter autant. C'est juste un travail gouvernemental, après tout. Il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent gérer n'importe quelle petite crise qui est survenue. Juste un travail gouvernemental. Petite crise. Je me suis excusée et je suis montée changer de vêtements, mon esprit tournoyant du contraste entre la nuit que je venais de vivre et l'incapacité complète de ma famille à comprendre ma réalité. Dans notre chambre d'hôtel, Pierre attendait avec une tasse de café et une expression inquiète. À quel point c'était grave, a-t-il demandé doucement.
Assez grave pour que j'aie peut-être aidé à prévenir une attaque terroriste majeure, ai-je dit, m'asseyant lourdement sur le lit. Jésus-Christ, Judith. Et ta famille n'a aucune idée? Aucune idée. Et ils ne peuvent jamais savoir. Pierre s'est assis à côté de moi et m'a tiré près de lui. Je ne peux même pas imaginer ce que cela doit faire. Faire quelque chose d'aussi important et ne pas pouvoir le dire aux gens qui devraient être les plus fiers de toi. C'est toute ma carrière, Pierre. 8 ans d'accomplissements significatifs que je ne peux jamais partager avec eux. 8 ans d'être traité comme si je sous-performais quand je sers en fait mon pays au plus haut niveau. Eh bien, je sais, a-t-il dit fermement. Et je suis assez fier pour tous les autres combinés. Peu savais-je que c'était juste le commencement. Au cours des 3 jours suivants, alors que la couverture médiatique des attaques prévenues commençait à émerger, ma famille continuerait à n'avoir aucune idée que j'étais impliquée. Mais quelque chose d'autre était sur le point de se passer qui changerait tout. Quelque chose qui montrerait finalement exactement qui était Judith Moreau vraiment. Le lendemain matin, nous étions supposés partir pour notre lune de miel en Italie. J'avais hâte d'une semaine de relaxation avec mon nouveau mari, loin du stress de mon travail exigeant et de ma famille méprisante. Mais alors que nous faisions nos bagages, mon téléphone a sonné à nouveau. Directrice Moreau, ici le secrétaire adjoint William s'appelant de l'Élysée. Mon cœur a immédiatement commencé à courir. Les appels de l'Élysée étaient rares, même pour quelqu'un à mon niveau. Oui, monsieur. Le président aimerait vous remercier personnellement pour votre travail sur l'opération des stades de football universitaires. Votre analyse a été cruciale pour prévenir ce qui aurait pu être une attaque dévastatrice sur des civils français. Je faisais juste mon travail, monsieur. Directrice Moreau, j'appelle parce que le président veut vous présenter une commendation présidentielle pour votre service. C'est l'un des plus hauts honneurs qui puisse être accordé à un professionnel du renseignement. Mes mains ont commencé à trembler. Une commendation présidentielle était quelque chose dont la plupart des officiers du renseignement ne pouvaient que rêver de recevoir. La cérémonie aura lieu à l'Élysée vendredi après-midi prochain. Évidemment, en raison de la nature classifiée de votre travail, nous ne pouvons pas publier de détails spécifiques au public, mais il y aura un petit groupe de membres de famille autorisés à assister. Le président a spécifiquement demandé que votre famille immédiate soit invitée à témoigner de cet honneur. Membre de famille. À l'Élysée. Pour me voir recevoir la reconnaissance du président de la République française. Monsieur, ma famille ne connaît pas les détails de ce que je fais. Ils pensent que je travaille dans l'administration gouvernementale de base. Eh bien, directrice Moreau, je pense qu'ils sont sur le point de découvrir que leur fille est un héros national. Après avoir raccroché le téléphone, je suis restée assise en silence stupéfait pendant plusieurs minutes. Pierre me regardait avec une excitation croissante alors qu'il commençait à comprendre ce qui venait de se passer. Judith, c'était sur ce que je pense que c'était. Le président de la République française veut me donner une commendation pour avoir prévenu les attaques terroristes. À l'Élysée. Avec ma famille qui regarde. Pierre a commencé à sourire, puis à rire, puis il m'a prise et m'a fait tournoyer dans la chambre d'hôtel. Te rends-tu compte de ce que cela signifie, a-t-il dit, me reposant mais gardant ses mains sur mes épaules. Ta famille est sur le point de découvrir que la fille qu'ils ont rejetée pendant des années est en fait honorée par le président pour avoir sauvé des vies françaises. J'ai commencé à rire aussi, mais il y avait d'un bord d'anxiété mélangée avec l'humour. Pierre, ils vont être si choqués qu'ils pourraient entrer en arrêt cardiaque réel. Bien, a-t-il dit fermement. Il est temps qu'ils apprennent qu'ils ont sous-estimé. Mais peu savais-je que la cérémonie de l'Élysée ne serait que le commencement. Parce que quand ma famille apprendrait finalement la vérité sur ce que je faisais vraiment pour gagner ma vie, leur réaction serait plus dramatique que je n'aurais jamais pu imaginer. Et les suites de cette révélation changeraient nos dynamiques familiales pour toujours. La semaine entre mon mariage et la cérémonie de l'Élysée était la semaine la plus longue de ma vie. Pierre et moi avons dû annuler notre lune de miel en Italie, bien que je ne puisse expliquer à personne pourquoi. Ma famille supposait que c'était à cause de mon petit travail gouvernemental, créant des conflits d'horaires, ce qui ne faisait que renforcer leur croyance que j'étais piégée dans une position bureaucratique sans issue. Chaque jour, je regardais la couverture médiatique des attaques terroristes prévenues avec un sens surréaliste de détachement.
Les grands réseaux de nouvelles louaient le succès de la communauté du renseignement dans la prévention de ce qui aurait pu être des attaques catastrophiques sur le sol français. Les experts appelaient cela l'une des victoires de contre-terrorisme les plus significatives des dernières années. « Peux-tu croire la chance que nous avons eue ?» a dit mon père pendant un de nos dîners de famille cette semaine. Dieu merci, les vrais professionnels du gouvernement étaient au courant de cette situation. Les vrais professionnels. J'ai mordu ma langue si fort que je pouvais goûter le sang. Pendant ce temps, je recevais des briefings classifiés sur l'enquête en cours. Le réseau terroriste avait été complètement démantelé. 3 cellules différentes avaient été arrêtées dans des raids coordonnés à travers le pays. Les actifs de renseignement qui avaient pris des années à développer portaient finalement leurs fruits en résultats concrets qui sauvaient des vies françaises. Mais pour ma famille, j'étais toujours juste Judith avec son travail gouvernemental ennuyeux qui ne pouvait même pas prendre une lune de miel appropriée. Le matin de la cérémonie de l'Élysée, je me suis réveillée avec l'estomac noué. J'avais finalement dit à ma famille que je recevais une sorte de reconnaissance pour mon travail et qu'ils étaient invités à assister à une cérémonie à l'Élysée. Leur réaction avait été typique. Une cérémonie à l'Élysée, ma mère avait répété quand j'ai appelé pour les inviter. Es-tu sûre que ce n'est pas juste une sorte de chose d'appréciation d'employés de groupe ? Maman, l'invitation mentionne spécifiquement une commendation présidentielle. Eh bien, c'est gentil, chérie. Je suis sûre qu'ils reconnaissent beaucoup de travailleurs gouvernementaux. C'est probablement une de ces choses où ils honorent 100 personnes à la fois pour le service général. Même quand invité à l'Élysée, ils ne pouvaient pas concevoir que je puisse recevoir une reconnaissance individuelle pour une réalisation exceptionnelle. J'ai passé 2 heures à me préparer ce matin-là, choisissant un tailleur bleu marine qui était professionnel mais élégant. Pierre portait son meilleur costume gris charbon, et il n'arrêtait pas de me dire à quel point il était fier et à quel point la perception de ma famille était sur le point de changer. « Es-tu prête pour cela ?» a-t-il demandé alors que nous nous préparions à partir pour l'Élysée. Je ne pense pas que quiconque puisse être prêt pour ce qui est sur le point de se passer, ai-je répondu honnêtement. Nous avons rencontré ma famille au point de contrôle de sécurité de l'Élysée. Ils s'étaient clairement habillés pour l'occasion, mais je pouvais dire de leurs expressions qu'ils ne saisissaient toujours pas pleinement la signification d'où nous étions ou pourquoi nous étions là. C'est si excitant. Camille a gazouillé, prenant déjà des selfies avec l'Élysée en arrière-plan. J'ai hâte de posters à ce sujet. Mes abonnés vont être si jaloux. Rappelez-vous juste, pas de photographie une fois que nous sommes à l'intérieur, les jeux avertis. C'est une installation gouvernementale sécurisée. Oh d'accord, à cause de ton travail de sécurité, a dit Antoine avec un sourire condescendant. Tu connais probablement toutes les règles sur cet endroit. Si seulement il savait combien de fois j'avais été dans des briefings classifiés dans ce bâtiment. Le processus de contrôle de sécurité était plus intensif que tout ce que ma famille avait jamais vécu. Ils ont dû rendre téléphone, sac et tous appareils électroniques. Vérification d'idées multiples, détecteurs de métaux, et procédures de vérification de fonds qui ont pris près de 30 minutes à compléter. Waouh, ils prennent vraiment la sécurité au sérieux ici, a observé ma mère alors que nous attendions dans une zone de réception formelle. Ils le doivent, maman. C'est l'Élysée. Bien sûr, chérie. Je suis sûre que ton petit département a une connexion aux procédures de sécurité de l'Élysée. Mon petit département. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration. Un officier de la garde républicaine en uniforme de cérémonie complet s'est approché de notre groupe. « Excusez-moi, êtes-vous la famille de la directrice Judith Moreau ?» Directrice Judith Moreau. J'ai regardé les visages de ma famille alors qu'ils traitaient ce titre formel qu'aucun d'eux n'avait jamais entendu auparavant. Oui, mon père a répondu, ayant l'air confus. Mais je pense qu'il pourrait y avoir une erreur. Judith travaille dans l'administration gouvernementale. Le garde a maintenu un composure professionnel parfait. Monsieur, la directrice Moreau est honorée aujourd'hui pour un service exceptionnel dans les opérations de sécurité nationale. Veuillez me suivre au salon des ambassadeurs pour la cérémonie. Alors que nous marchions dans les couloirs de l'Élysée, je pouvais voir ma famille essayant de traiter ce qu'ils entendaient. Directrice. Opération de sécurité nationale. Ce n'étaient pas des termes qu'ils associaient avec leur fille ordinaire Judith.
Le salon des ambassadeurs était installé pour une cérémonie petite et intime. Il y avait peut-être 30 personnes présentes, personnel senior de l'Élysée, responsables militaires de haut rang, dirigeants de la communauté du renseignement, et quelques autres familles qui étaient vraisemblablement là pour des reconnaissances similaires. Judith, ma mère a chuchoté alors que nous prenions nos places au premier rang, qu'est-ce qui se passe exactement ici? Tu es sur le point de le découvrir, maman. La cérémonie a commencé avec l'entrée du président de la République française. Ma famille n'avait jamais été dans la même salle qu'un président en fonction auparavant, et je pouvais voir l'admiration et la nervosité dans leurs expressions alors que le leader de la nation marchait vers le podium juste à 20 pieds de là où nous étions assis. Mesdames et messieurs, a commencé le président, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour reconnaître des Français exceptionnels qui ont servi notre nation avec distinction de manière qui passe souvent inaperçue par le public. Les hommes et femmes que nous honorons aujourd'hui travaillent dans l'ombre, protégeant nos libertés et notre mode de vie par leur dévouement à la sécurité nationale. J'ai senti mon père bouger inconfortablement dans son siège à côté de moi. La sécurité nationale n'était pas une phrase qu'il associait avec la carrière de sa fille. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter des commendations présidentielles à 5 individus dont le travail récent a directement prévenu des menaces aux vies françaises. Leur service représente le meilleur du renseignement français et des opérations de contre-terrorisme. Le président a appelé le premier récipiendaire, un opératif de la DGSE qui avait perturbé un réseau financier finançant le terrorisme international. Alors que la citation était lue, détaillant des années de travail infiltré et d'opérations réussies, je pouvais sentir ma famille commençant à comprendre que ce n'était pas une cérémonie d'appréciation d'employés de routine. Le deuxième récipiendaire était un agent de renseignement qui avait infiltré une cellule de terrorisme domestique. Le troisième était un officier du renseignement militaire qui avait fourni des informations cruciales pour une opération de sauvetage d'otages réussie. Puis j'ai entendu mon nom. Directrice Judith Marie Moreau, Comité de surveillance du renseignement stratégique, ministère de la Défense. Les mots semblaient résonner dans le silence formel du salon des ambassadeurs. Je me suis levée et j'ai marché vers le président, acutement consciente que ma famille regardait chaque pas avec des expressions de choc complet. Directrice Moreau, a dit le président alors que je m'approchais, votre analyse exceptionnelle des communications terroristes internationales a mené à l'identification et à la prévention d'attaques coordonnées sur les stades de football universitaires français. Votre travail a potentiellement sauvé des milliers de vies françaises et représente les plus hauts standards d'analyse de renseignement et de service national. Je pouvais entendre ma mère halter audiblement du premier rang. Le président a continué à lire de la citation officielle, l'expertise de la directrice Moreau dans les réseaux de renseignement du Moyen-Orient et ses méthodologies analytiques innovantes ont été instrumentales dans la protection des citoyens français du terrorisme international. Son dévouement au service, son excellence professionnelle et son engagement à la sécurité nationale exemplifient le meilleur des professionnels du renseignement français. Alors que le président épinglait la commendation présidentielle sur ma veste, il s'est penché plus près et a parlé doucement pour que seul moi puisse entendre. Votre travail la semaine dernière était extraordinaire, directrice. La nation vous doit une dette de gratitude. Merci, monsieur le président. C'était un honneur de servir. Je suis retournée à mon siège alors que la cérémonie continuait avec les récipiendaires restants, mais je faisais à peine attention aux procédures. Toute mon attention était sur les visages de ma famille, les regardant traiter la réalité de qui leur fille était réellement. Mon père avait l'air comme s'il était en état de choc. Sa bouche était légèrement ouverte, et il n'arrêtait pas de me fixer comme s'il me voyait pour la première fois de sa vie. Ma mère avait des larmes coulant sur ses joues, bien que je ne puisse pas dire si c'était des larmes de fierté ou d'embarras. Antoine semblait complètement stupéfait, tandis que Camille essayait frénétiquement de se souvenir de chaque détail puisqu'elle ne pouvait pas prendre de photos pour documenter ce moment pour les médias sociaux. Après la conclusion de la cérémonie, il y a eu une brève réception où les membres de famille pouvaient rencontrer le président et d'autres responsables seniors. Ma famille se tenait dans un petit cluster, ayant l'air complètement dépassés par leur environnement et la révélation de ce qu'ils venaient de témoins. Judith, mon père s'est approché de moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Je ne comprends pas. Depuis combien de temps es-tu ? 8 ans, papa. J'ai travaillé dans le renseignement et la sécurité nationale pour toute ma carrière.
Mais tu as toujours dit que tu travaillais dans l'administration gouvernementale. Parce que c'est tout ce que j'étais autorisée à dire. Mon travail est classifié. Je ne pouvais pas vous dire que j'analysais les communications terroristes, briefais les membres du cabinet, ou coordonnais les opérations de renseignement entre les agences. Ma mère a rejoint notre conversation, ayant encore l'air sous le choc. Chérie, es-tu en train de nous dire que tu es réellement une de ces personnes qui protègent tout le pays des terroristes? Oui, maman. C'est exactement ce que je vous dis. Mais nous pensions. Elle s'est interrompue, apparemment incapable de finir la phrase. Vous pensiez que j'étais une bureaucrate de bas niveau sans ambition et sans vraie réalisation, ai-je dit doucement mais fermement. Vous pensiez que j'étais la déception familiale qui ne s'élèverait jamais à quelque chose de significatif. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma famille se tenait là, traitant des années d'hypothèses, de commentaires méprisants, et d'humiliations désinvoltes qu'ils avaient dirigées vers quelqu'un qui servait réellement à l'un des plus hauts niveaux du gouvernement. C'est alors que tout a changé. C'est alors que ma famille a finalement compris l'ampleur de leur erreur. Antoine était le premier à parler. Judith, je te dois des excuses. Nous tous. Je n'avais aucune idée. Bien sûr que non, ai-je répondu. Parce que vous n'avez jamais demandé ce que je faisais réellement. Vous avez juste supposé que j'étais ordinaire et vous êtes passé à autre chose. Camille, pour une fois, était complètement sans voix. La sœur qui avait passé des années à me traiter comme une grande sœur sans succès réalisait soudainement que j'avais accompli plus à 30 ans qu'elle ne pourrait accomplir dans toute sa vie. Mais c'était la réaction de mon père qui m'a le plus surprise. Cet homme qui avait levé sa coupe de champagne à ma réception de mariage juste une semaine plus tôt pour porter un toast à mes simples aspirations professionnelles, me regardait maintenant avec quelque chose qui pourrait être de l'admiration. Le président de la République française t'a remercié personnellement, a-t-il dit doucement. Tu as prévenu des attaques terroristes. Tu as sauvé des milliers de vies. Oui, je l'ai fait. Et la semaine dernière, à ton mariage, j'ai dit. Tu as dit que j'avais des ambitions limitées et que je ne mettrais jamais le monde en feu avec mon petit travail ennuyeux, ai-je fini pour lui. Le visage de mon père est devenu complètement pâle alors qu'il se souvenait de ces mots exacts du toast de mariage. L'humiliation qu'il m'avait soumise devant 200 invités semblait maintenant monumentalement inappropriée étant donné ce qu'il venait d'apprendre sur mes réalisations réelles. Judith, je suis si désolée. Je n'avais aucune idée. Si j'avais su. Si tu avais su quoi, papa? Si tu avais su que j'avais du succès, tu m'aurais traité avec respect? Si tu avais su que j'étais importante, tu aurais été fière de moi? La vérité de mes mots planait dans l'air entre nous. Mon père réalisait que son respect et sa fierté avaient été conditionnels à la validation externe plutôt qu'à simplement aimer et soutenir sa fille indépendamment de son parcours de carrière. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-il dit faiblement. C'est exactement ce que tu voulais dire. Et cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur comment tu me vois, comment tu m'as toujours vu. Le président s'est approché de notre groupe à ce moment-là, tendant sa main à mes parents. Monsieur et Madame Moreau, vous devez être incroyablement fiers de votre fille. La directrice Moreau est l'un de nos actifs de renseignement nationaux les plus précieux. Mes parents, traitant encore tout ce qu'ils avaient appris, ont réussi à serrer la main du président et à marmonner quelques réponses appropriées sur être fiers, bien que leur choc était évident à tous les présents. Après que le président soit passé à saluer d'autres familles, nous avons resté dans un silence inconfortable pendant plusieurs minutes. Le poids d'années de traitements méprisants, d'humiliations désinvoltes, et de sous-estimation constante s'installait finalement sur les épaules de ma famille. Judith, ma mère a finalement dit, comment commençons-nous même à nous excuser pour la façon dont nous t'avons traité? Je ne sais pas, maman. Comment vous excusez-vous pour 30 ans de faire sentir à quelqu'un qu'elle ne vaut rien quand elle était en fait exceptionnelle? La franchise de mes mots piquait clairement, mais ils avaient besoin de comprendre l'impact complet de leur comportement. Ce n'était pas seulement à propos d'un toast de mariage embarrassant ou de quelques commentaires méprisants. C'était à propos d'un modèle de vie de me traiter comme moins que, de supposer que j'étais ordinaire, de ne jamais prendre la peine de vraiment voir ou comprendre qui j'étais. Alors que nous quittions l'Élysée cet après-midi-là, ma famille était silencieuse pendant tout le trajet en voiture. La révélation de ma vraie carrière avait fondamentalement changé chaque supposition qu'ils avaient faite sur moi,
et il luttait pour traiter les implications. Mais attendez, ça empire. Parce que ce soir-là, alors que les médias commençaient à rapporter la cérémonie de l'Élysée, sans détails opérationnels spécifiques, bien sûr, ma famille élargie, voisins et amis de famille ont commencé à appeler avec des félicitations. Tout le monde voulait savoir pourquoi il n'avait jamais entendu parler de la carrière gouvernementale incroyable de Judith. Mes parents se sont trouvés dans la position profondément embarrassante de devoir admettre qu'ils n'avaient jamais compris ou apprécié les réalisations de leur propre fille. Les proches qui avaient écouté des années de mépris subtil sur mon travail gouvernemental ennuyeux posaient soudainement des questions pointues sur comment ma propre famille pouvait être si inconsciente de mon succès. L'embarras social était immédiat et intense. Mes parents, qui s'étaient toujours enorgueillis d'être bien informés sur la vie de leurs enfants, étaient exposés comme ayant complètement échoué à comprendre ou soutenir les réalisations extraordinaires d'un de leurs enfants. Mais la vraie réconciliation est venue 3 jours plus tard, quand mon père a demandé à avoir une conversation privée avec moi. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille près de mon appartement à Paris. Il avait l'air plus vieux en quelque sorte, comme si les événements de la semaine passée l'avaient vieilli significativement. Judith, j'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai dit à ton mariage, tout ce que je n'ai jamais compris sur ta vie et ton travail. D'accord, ai-je dit simplement, attendant d'entendre ce qu'il avait à dire. Je réalise maintenant que je t'ai échoué en tant que père. Pas seulement la semaine dernière, mais pendant des années. J'étais si concentrée sur les réalisations qui correspondaient à ma définition du succès que je n'ai jamais pris la peine de comprendre ce que tu accomplissais réellement. Papa, je ne pouvais pas te dire les spécificités de mon travail à cause des habilitations de sécurité. Mais tu aurais pu poser des questions, montrer de l'intérêt, me traiter comme si ma carrière comptait même si tu ne comprenais pas les détails. Tu as absolument raison. Et j'ai honte qu'il ait fallu que le président de la République française m'explique ta valeur pour que je la voie finalement. Nous nous sommes assis en silence pendant quelques moments avant qu'il continue. Je veux arranger cela d'une manière ou d'une autre. Je veux être le père que tu méritais d'avoir tout le temps. Mais je ne sais pas comment défaire des années de te faire sentir sans importance. En regardant cet homme qui m'avait élevé mais ne m'avait jamais vraiment vu, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Colère aux années de mépris, tristesse de la relation que nous aurions pu avoir, et peut-être le début d'espoir que les choses pourraient finalement changer. Papa, je ne peux pas prétendre que le toast de mariage ne s'est pas passé, ou que des années d'humiliation désinvolte n'ont pas fait mal. Mais si tu es sérieux de changer comment notre famille se traite, alors peut-être que nous pouvons travailler vers quelque chose de mieux. Je suis sérieux, Judith. Plus sérieux que je n'ai été de quoi que ce soit depuis des années. Au cours des mois suivants, ma relation avec ma famille a lentement commencé à évoluer. Ils ont commencé à poser des questions genuines sur mon travail, dans les limites de ce que je pouvais discuter. Ils ont commencé à me présenter avec fierté plutôt qu'avec des explications méprisantes. Plus important, ils ont arrêté de supposer que leur définition du succès était les seules qui comptaient. Ma mère a commencé à dire aux gens que sa fille travaillait dans la sécurité nationale plutôt que quelque travail gouvernemental. Mon père a commencé à poser des questions réfléchies sur les affaires internationales, essayant clairement de comprendre le monde dans lequel je travaillais même s'il ne pouvait pas connaître les spécificités. Antoine et Camille ont tous deux fait des efforts pour reconstruire leur relation avec moi, reconnaissant qu'ils avaient suivi l'exemple de nos parents en me traitant comme moins accompli que j'étais réellement. Mais le changement le plus significatif était dans ma relation avec Pierre. Avoir un partenaire qui m'avait vu recevoir une reconnaissance présidentielle pour mon travail, qui comprenait la signification de ce que je faisais même quand je ne pouvais pas partager les détails, me faisait sentir valorisée et soutenue de manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. 6 mois après la cérémonie de l'Élysée, j'ai reçu une autre promotion, cette fois à directrice adjointe du comité de surveillance du renseignement stratégique. Elle est venue avec une habilitation de sécurité encore plus élevée et des responsabilités encore plus significatives. Quand j'ai dit à ma famille la promotion, leur réaction était complètement différente de ce qu'elle aurait été un an plus tôt. C'est incroyable, Judith, mon père a dit avec un enthousiasme genuin. Tu dois être l'une des plus jeunes personnes jamais à atteindre ce niveau. Nous sommes si fiers de toi, ma mère a ajouté, et pour la première fois de ma vie, j'ai cru qu'elle le pensait. La transformation n'était pas complète ou parfaite.
Des années de modèles de comportement incrustés ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais ma famille comprenait finalement que la fille qu'ils avaient rejetée comme ordinaire était en fait extraordinaire, et que leur échec à reconnaître ma valeur en disait plus sur eux que sur moi. Alors que je réfléchis sur ce voyage de mariée humiliée à professionnelle de sécurité nationale reconnue, je réalise que parfois les personnes qui devraient nous connaître le mieux sont en fait les moins susceptibles de voir notre vrai potentiel. Parfois il faut une validation externe, même des plus hauts niveaux du gouvernement, pour faire que les membres de famille reconnaissent la valeur qui était toujours là. Mon jour de mariage m'a appris que je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille pour être réussie ou digne de respect. Mais recevoir cette approbation, finalement et complètement, a aidé à guérir des blessures qui avaient été des décennies en formation. Aujourd'hui, quand les gens me demandent de ma carrière, je ne minimise plus mes réalisations ou n'accepte plus un traitement méprisant. Je connais ma valeur, je comprends ma valeur pour mon pays, et je refuse de laisser quiconque, même les membres de famille, me faire sentir petite ou ordinaire. Parce que je ne suis pas ordinaire. Je suis une professionnelle de sécurité nationale qui a dédié sa vie à protéger des vies françaises. Je suis quelqu'un qui a été personnellement remercié par le président de la République française. Je suis une femme qui a choisi le service sur la reconnaissance, l'excellence sur le confort, et le devoir sur la commodité. Et si ma propre famille ne pouvait pas voir cette valeur jusqu'à ce qu'elle soit validée par d'autres, alors c'était leur limitation, pas la mienne. La petite fille qui lisait des documents déclassifiés de la DGSE dans sa chambre a grandi pour devenir quelqu'un qui aide à façonner la réponse de la France aux menaces internationales. L'enfant du milieu tranquille qui était toujours négligé est devenu quelqu'un dont l'analyse peut influencer les décisions présidentielles. Parfois la revanche la plus puissante ne consiste pas à blesser les gens qui vous ont blessé. Parfois c'est de devenir si réussie, si précieuse, et si respectée que leur opinion de vous devient complètement irrelevante. Je m'appelle Judith Moreau-Martinez, et je suis directrice adjointe dans la communauté du renseignement français. J'ai sauvé des vies françaises, prévenu des attaques terroristes, et servi mon pays avec distinction. Et finalement, ma famille le sait aussi. Si cette histoire a résonné avec vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et dites-moi dans les commentaires d'un moment où quelqu'un vous a sous-estimé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur surmonter les défis familiaux et trouver votre propre valeur. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre pour être extraordinaire, vous l'êtes déjà.